Merci Françoise de retransmettre à Stéphane les remerciements du Comité Laïcité République pour nous avoir offert la possibilité d'organiser cette manifestation dans cette superbe salle. Mesdames et messieurs, je vous souhaite bien sûr la bienvenue à ce colloque organisé par l'association Égale et le Comité Laïcité République sur un thème dont l'actualité ne peut que s'accroître. Les événements sportifs que la France va accueillir, la décision du Conseil constitutionnel, saisi par une association que je qualifierais de séparatiste, pour qu'un article des statuts de la Fédération française de football, celui précisément qui assure l'égalité entre les hommes et les femmes, soit supprimé. Les nombreux constats et les alertes sur la pénétration du milieu sportif par l'islamisme radical, tout cela, ce sont autant de raisons qui justifient l'urgence de manifestations comme celle de ce jour, des manifestations pour comprendre ce qui nous arrive, identifier les lacunes de la réponse républicaine et trouver des solutions à cet incroyable renversement. En effet, alors que le sport pouvait se prétendre porteur de valeurs universalistes, transcendant les cultures, il devient le cheval de Troie d'un séparatisme qui ne se cache plus pour agir. Ce statut du sport, activité pacificatrice, canalisant les pulsions destructrices, proposant de substituer à la guerre l'affrontement des corps, encadré par des règles et promouvant des valeurs comme le respect de l'autre, l'égalité entre tous et les vertus de l'arbitrage de la violence, nous le devons en grande partie à Pierre de Coubertin. Rappelons qu'à l'origine, celle de la Grèce antique n'était admis à participer aux Jeux Olympiques que les sujets hellènes libres, ni esclaves ni métèques, et que les femmes mariées qui osaient y assister étaient menacées d'être précipitées du rocher du Tipaillon, et qu'à côté de règles qui punissaient la corruption des juges ou l'intimidation des adversaires ou de l'arbitre, figuraient des dispositions qui nous vaudraient aujourd'hui de sérieuses condamnations. Les différentes tentatives de faire renaître ces Olympiades avant que Pierre de Coubertin ne leur donnât leur version contemporaine étaient souvent motivées par le souci d'endurcir les corps, de fortifier les esprits et préparer la jeunesse à combattre pour se venger des guerres perdues. Et c'est donc, je le disais avec Pierre de Coubertin, qu'est née la volonté de favoriser les interactions culturelles entre les pays et la promotion des valeurs humanistes universelles. Mais revenons à notre actualité. Depuis que les activités sportives sont devenues le terrain d'affrontement entre les nations, acquérant ainsi une visibilité universelle, des causes diverses s'en sont emparées pour le pire et le meilleur. Et contrairement à ce que déclarait notre président de la République, sport et politique sont intimement liés. De l'instrumentalisation des Jeux de 1936 par le nazisme aux assassinats d'athlètes israéliens à Munich pour le pire, à l'exclusion de l'Afrique du Sud de l'apartheid pour le meilleur. Le pire aujourd'hui, j'en suis convaincu, et sans doute vous avec moi, c'est cet entrisme, d'abord à bas bruit puis au grand jour, d'une idéologie qui voudrait faire du champ sportif le laboratoire de ces menées séparatistes. Alors, quelle réponse peut-on apporter face à toutes ces agressions ? Il faut d'abord constater qu'il est difficile d'établir des règles de droit applicables à toutes les formes juridiques du sport, où se mêlent le privé, le public. Je renvoie aux analyses juridiques de notre ami Frédéric de la Morena et au rapport établi par le Conseil des sages de la laïcité, lequel, prenant acte de ces obstacles juridiques, suggère de parler de neutralité plus que de laïcité. Prosélytisme, communautarisme, radicalisme religieux sont les risques identifiés par ce même Conseil des sages et face auxquels les principes universalistes devraient apporter une réponse. N'oublions pas que le sport est une caisse de résonance des mouvements qui affectent notre société et que les déclarations incantatoires, souvent, sont inutiles. Rappelons aussi que, même si elles demeurent encore aujourd'hui minoritaires, ces menées se sont développées ces dernières années dans tous les lieux de la pratique sportive, clubs, fédérations, sports scolaires et universitaires. Rappelons aussi, ce n'est pas inutile, que pendant des décennies, les athlètes musulmanes ont concouru tête nue et en short. Et ce n'est que dans les années 89 et 90, sous l'influence de l'Iran, qu'une contestation puissante et organisée s'est développée en France. Les réactions existent et illustrent la diversité de ces réactions. Le premier exemple nous vient de la Fédération française de rugby à 13.
Fédération sportive délégataire exerçant des missions de service public, la Fédération française de rugby à 13 réaffirme son total engagement envers les principes et valeurs de la République, le principe de neutralité inhérent à toute pratique sportive et entend se conformer autant à l'esprit qu'à la lettre des textes en vigueur. Ainsi, d'une part en s'inspirant du principe de neutralité énoncé à l'article 50.2 de la Charte olympique, les lieux de pratique du rugby à 13 ne sauraient être le théâtre de démonstrations ou de propagande politique, religieuse ou raciale. C'est une déclaration de la Fédération. Suivant d'autre part les termes de la Charte d'éthique et de déontologie du Comité national olympique français, tout acteur participant à une manifestation sportive ne peut être victime de discrimination en relation avec le sexe et le genre, l'apparence ou les capacités physiques, la condition sociale, les préférences et orientations sexuelles, ainsi qu'avec les convictions religieuses, philosophiques ou politiques. Pour ces raisons, le comité directeur de la Fédération française de rugby à 13 a tenu à rappeler ces principes cardinaux et leur nécessaire application s'agissant des lieux de pratique du rugby à 13 ou de ses pratiques aménagées. De même, toute stigmatisation tenant aux inégalités socioculturelles, attitudes et propos racistes ou xénophobes ne saurait être admis dans le cadre d'une activité sportive à l'opposé de ces comportements. Et puis, j'ai eu connaissance, il y a quelques heures, d'un courrier qui a été adressé par M. Philippe Diallo, qui, vous le savez, assure la présidence de la Fédération française de football depuis que M. Le Graët en a été destitué. Je vous lis un extrait du courrier qui a été adressé aux présidents et présidentes des ligues régionales et des districts. Mesdames, Messieurs, il a été porté à la connaissance de la Fédération plusieurs cas de joueuses ayant pris part à des rencontres officielles avec une tenue qui ne respecte pas les dispositions des statuts de la Fédération française de football, dès lors qu'elle portait un foulard sur la tête, qui est un signe ostensible religieux qui va à l'encontre du principe de neutralité sur les lieux de pratique. La conclusion, puisque certains sont tentés de se prévaloir des règles de la FIFA, qui ne font pas référence à cet article 1 des statuts, et des lois du jeu qui autorisent le port d'un couvre-chef dans les seules compétitions internationales en fonction du pays, il convient de rappeler que pour le football français, ce sont les statuts et les règlements de la Fédération française de football qui prévalent. Il y a des contre-exemples, bien entendu. Le plus significatif nous vient de la boxe. C'est un exemple qui a été repéré par notre ami Médéric Chapiteau, fin connaisseur de ce secteur. Très récemment, une jeune boxeuse de l'équipe de France féminine de boxe vit au quotidien avec le voile et refuse de l'enlever, y compris durant la pratique sportive. Lors de récents championnats du monde, elle a conservé son voile, y compris lors des photos officielles avec le survêtement de l'équipe de France. Les services de l'administration centrale ont été sollicités par la Fédération française de boxe et la réponse officielle est toujours en attente. Depuis plusieurs mois. Cette jeune athlète est coutumière du fait, comme le démontrent ses communications sur les réseaux sociaux. Son club est basé à Échirol, dans l'Isère. Nous voyons donc avec ces deux exemples à quel point les réponses qui sont apportées par les fédérations et les mouvements sportifs sont différentes et qu'une parole politique, une parole publique est absolument indispensable. Et elle ne vient pas. Pourquoi ne vient-elle pas? Parce que nous sommes en attente, tout le monde est en attente de cette fameuse décision concernant la saisine par les hijabeuses donc du Conseil d'État sur l'abrogation de cet article qui interdit le port du voile, en gros, sur les terrains de foot. Le monde politique, aujourd'hui, les responsables politiques sont tétanisés. Ils ne voudraient pas qu'en prenant une position trop laïque, ils soient contredits par cet arrêt par la suite. Voilà, donc diversité de réponses, difficulté pour les praticiens de définir une doctrine en absence de politique publique très claire. La sentence du Conseil d'État, nous l'attendons, et nous craignons, bien sûr, que ce recours d'une clique de séparatistes ne soit couronné de succès. Ce serait pour les républicains qui s'intéressent au sport un désaveu considérable, et ce serait vraiment, on reculerait dans le temps. Tous les progrès qui ont été effectués depuis pour assurer l'égalité de tous devant la pratique des sports seraient contredits par cette sentence.
il faut bien dire que cette interpellation des hijabeuses s'inscrit dans une démarche qui a commencé depuis fort longtemps. Ceux d'entre vous qui ont pu participer ou écouter les développements de Madame Florence Bergeau-Blaclair hier soir sur les progrès donc, de l'installation du frérisme ont bien repéré que le monde sportif est une cible privilégiée de ces menées séparatistes et qu'il est temps pour nous de réagir, que la réponse républicaine soit plus adaptée. Voilà, je vais donc laisser la parole maintenant à Gérard Vignot qui va animer les deux tables rondes qui nous apporteront... Ah, une table ronde, voilà, qui nous apportera peut-être quelques éléments de réponse sur la difficulté d'apporter une réponse homogène à toutes ces situations auxquelles le monde sportif, les clubs sont confrontés. Bon après-midi.